Voyage en récit. Philippe Demoulin. Geoffroy Scrive. Philippe Arnaud de Moulin, merci d'accueillir cette proposition pour parler de votre ouvrage, publié chez l'Harmattan il y a quelques semaines tout juste, dans la série biographie du XIXe siècle, puisque vous vous intéressez à votre aïeul, Octave de Chabannes, né en 1803, mort en 1889, livre sous-titré « Un marin au cœur de la révolution navale ». Et effectivement, quand on parcourt ce petit ouvrage, ce n'est pas non plus une encyclopédie, il faut bien le dire, en quelques pages, vous nous permettez de parcourir une bonne partie de ce XIXe siècle, à travers les évolutions que connaît la marine de ce pays. Évidemment, quand Octave de Chabannes a 10-12 ans, c'est la fin de l'Empire de Napoléon, avec les défaites navales qu'on peut rappeler, et que vous citez d'ailleurs dans ce livre. La marine est dans un état qui n'est pas très glorieux, mais les marins de son temps, et lui en bonne partie, contribuera à développer, que ce soit le plan politique, mais surtout aussi le plan technique. On peut penser aux torpilles, on peut penser à l'hydrographie, on peut penser à toutes ces campagnes militaires. Vous nous faites voyager à travers ce récit, à travers toute la Méditerranée. On va même dans les États baltes, on va en Guyane. Bien sûr, en France, on peut citer Brest, ici, Cherbourg, Toulon. Il y a Alger. Enfin voilà, c'est un véritable voyage à travers le temps et à travers la géographie que vous nous permettez. Alors évidemment, première question toute simple. À partir de quand naquit en vous l'idée de vous intéresser à cet aïeul ? Ce personnage m'a toujours intéressé et je n'en connaissais finalement pas grand-chose. Et la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il avait fait exactement m'intéressait. L'idée m'est venue en allant sur la rue de son nom dans le centre-ville de Toulon. Pour ceux qui connaissent, une rue qui se situe juste à côté de la place de la Liberté en centre-ville. Petite ruelle, et donc à partir de là... l'inspiration m'est venue, et petit à petit le sujet m'a intéressé, le sujet en lui-même, et puis derrière, un passionné par l'histoire, progressivement j'ai développé l'intérêt pour cette période et toutes les transformations passionnantes qu'elle a pu connaître. Donc il y a cette petite rue à Toulon, et puis il y a aussi, j'imagine, les histoires racontées dans le cadre de la famille. Effectivement, les histoires familiales, un aïeul pas si lointain que ça, puisque 2 siècles, et dont la mémoire s'est propagée, c'est transmise, perpétuée de génération en génération. Alors, ouvrons un petit peu cet ouvrage. Nous laisserons le soin au lecteur d'aller voir l'introduction qui dresse un peu le portrait général de ce qu'il a pu connaître. Période phase de la marine française dans les années 1860. Vous dites même que la France dispose alors de la première marine au monde. Il traverse les tempêtes des événements et parfois la fureur aussi des éléments déchaînés. Il faut dire que évidemment, quand on est marin, on est soumis aux aléas de la mer, de la météo, et donc des rivages que nous abordons. La Crimée, l'Atlantique du Sud, la mer du Nord, l'océan Indien. Alors, parmi tout cela, par quoi, Philippe, voudriez-vous que nous commencions pour aborder le personnage de votre aïeul ? Y a-t-il un sujet qui prédomine ou qui vous semble plus important que les autres ? J'ai vu la rédaction de cet ouvrage vraiment avec 2 axes d'attaque. Le premier axe qui était retrouver l'histoire de ce personnage et en même temps, à travers ce fil conducteur, m'intéresser à tout ce qu'il avait pu voir, à tout ce qu'il avait pu faire, et m'ouvrir à la connaissance de cette époque aussi tellement riche d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue mutation politique, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde, et également d'un point de vue technologique. Je pense qu'il y a moyen d'ouvrir dans tous ces horizons-là, à travers le fil conducteur d'Octave de Chabannes qui a traversé cette époque. Alors, je me réserve donc le choix des armes pour commencer. Eh bien, je vais prendre le livre après en son milieu. Chapitre 9, une marine en pleine mutation. Une marine en mutation, vous commencez par une lente renaissance, un fourmillement d'innovation, et bien sûr, la révolution de la vapeur. C'est-à-dire qu'il connaît, il voit, il observe le passage d'une marine à voile à la marine à vapeur. Certains bateaux, à l'époque, disposent des 2 moyens de propulsion. Il navigua sur plusieurs d'entre eux. Et puis, vous racontez aussi cette malheureuse anecdote pour lui,
Nous sommes en Grèce, à Navarin. Il retrouva l'Armide et l'Écho, donc 2 bateaux, lors d'une escale le 28 octobre à Milo. Ce fut là qu'il apprit la bataille qui s'était tenue une semaine plus tôt en baie de Navarin. Sa déception fut immense. Il venait de manquer le principal combat naval de la décennie, la dernière grande bataille de l'histoire de la marine à voile. Donc il vit vraiment ce passage. Il va voir vraiment le crépuscule de cette époque, de la marine coque en bois et propulsion à voile, commence vraiment à partir du 15e siècle et qui arrive à son terme au milieu du 19e siècle. Il la voit, il manque cette bataille de Navarin, il a quelques soucis de santé qui le suivront au moins au début de sa carrière, puis un peu plus tard également. Donc ce grand combat de Navarin qui a lieu en Grèce. Et vous parliez de mutation et de la vapeur, hein, c'est la révolution majeure du siècle qui vient avec la révolution industrielle et qui offre des opportunités qu'il est même difficile aujourd'hui de se représenter. Un exemple très simple, quand on voit la rade de Brest qui est ouverte sur la mer d'Iroise par le goulet de Brest, dont son axe est est-ouest, les vents principaux venant de l'ouest. Il était difficile d'en sortir quand les vents venaient dans cette direction, puisqu'un voilier ne peut pas naviguer face au vent. Donc c'était très compliqué. L'avantage de la vapeur, c'est de pouvoir s'affranchir de ces difficultés-là. Un exemple qui montre la difficulté pour quand vraiment les bateaux voulaient sortir, c'est l'exemple de l'escadre de l'amiral Roussin qui en 1831, pour aller faire sa mission du côté de Lisbonne, va obligé de franchir le goulet de Brest. Et pour franchir ce goulet de Brest, les bateaux vont avoir besoin de faire 31 virements de bord successifs pour passer un étroit goulet de seulement quelques kilomètres de long. Une autre anecdote du même genre, chapitre 4, le Conquérant, vous le commencez ainsi. Son état de santé s'étant amélioré, Chabannes était à nouveau apte à reprendre le service et fut donc affecté le 1er septembre 1829 sur le Conquérant, l'un des plus puissants vaisseaux dont la France disposait. Alors, sous le commandement du capitaine de vaisseau Regnault, de la Susse, le bâtiment s'apprêtait à repartir pour la mer Égée, qu'il avait quittée seulement quelques mois auparavant. L'amiral de Rigny y avait son pavillon et n'était revenu à Toulon que pour réaliser les réparations dont les navires de son escadre avaient besoin. Après plusieurs jours à patienter pour que les vents deviennent favorables, le Conquérant appareilla de Toulon le 18 septembre à midi. Et oui, on a tendance peut-être aujourd'hui à l'oublier, ça. On a tendance à l'oublier, mais la révolution de la vapeur, c'est la naissance des lignes régulières entre les différents ports, entre les différents pays. Avant, lorsque vous embarquiez pour partir vers le Nouveau Monde éventuellement, eh bien, il fallait parfois attendre quelques jours, voire quelques semaines, pour que les vents soient favorables et que le bateau puisse déjà seulement quitter le port. La vapeur permet d'avoir des liaisons régulières à heures fixes, déterminées, telles qu'on le connaît aujourd'hui. Pour suivre toutes ces évolutions, Chabannes étant avant tout un marin, pas forcément un ingénieur ou un inventeur, il lui fallait avoir, ou en tout cas développer, un esprit d'observation. Est-ce que cela vous aide à développer le vôtre aujourd'hui ? Je pense que l'enseignement qu'on peut avoir avec Chabannes, c'est le côté critique au sens large du terme, au sens où le côté technique, le côté innovation était vraiment un moteur dans sa carrière. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup et auquel il s'est pleinement investi. Parfois, il a été précurseur, voire visionnaire, parfois même certaines idées qu'on peut dire quasi prophétiques pour l'avenir du développement naval. Et de ce point de vue, les difficultés qu'il a pu rencontrer par rapport aux réticences des traditions qui sont forcément rentrées en conflit avec ces visions un peu novatrices montrent sont quand même toujours une espèce de petite leçon éternellement renouvelée pour aujourd'hui. L'autre leçon qu'on peut voir de cette époque, c'est que effectivement un fourmillement d'idées, comme vous le notiez, c'est également des idées parfois qui mènent à des impasses ou des aberrations qui mettent quelques années, parfois quelques décennies à disparaître. Auquel pensez-vous par exemple ? On peut penser
à des technologies qui n'étaient peut-être pas mûres à cette époque. L'évolueur, donc ce propulseur qui était placé, qu'il a développé, placé à l'arrière du bateau et qui était qui permettait de donner une poussée perpendiculaire à la ligne de foi du bateau pour l'aider dans ses manœuvres de port en particulier, et ça n'a pas fonctionné. Sur le Cassini ? Sur le Cassini, exactement. Et il faudra attendre quelques années plus tard. Et également le changement de la forme des bateaux pour avoir des propulseurs plus adaptés, propulseurs qui sont placés aujourd'hui à l'avant sur les propulseurs d'étrave et qui aident les bateaux. Alors, un autre pan de ce livre, personnellement, m'a touché. Alors elles ne sont pas non plus légion, hein. Il n'y a pas beaucoup de fioritures, si je puis me permettre. Ce sont les petites anecdotes qui émaillent le propos de temps en temps. Nous sommes au tout début de l'ouvrage, fin de la première campagne. Après 4 mois de campagne au Levant, l'Écho était arrivé à Alexandrie, le principal port égyptien. Lorsque la goélette appareilla le 30 septembre 1826, elle était accompagnée d'un navire marchand sarde qu'elle escortait. Sa précieuse cargaison comprenait une statue antique, une girafe, 4 chevaux, 2 ânes et 2 antilopes destinées à la ménagerie royale de France. J'imagine que pour un marin aujourd'hui, cela paraît complètement, anachronique et en même temps très amusant. On n'a peut-être plus tellement l'habitude de ce genre de cargaison. Oui, ce qui m'a vraiment amusé dans ces anecdotes, c'était de se replonger en fait dans l'époque où on a c'est la naissance des musées, des collections personnelles, le début quasiment des zoos, et donc dans des expéditions lointaines ou plus proches, les marins ramenaient des cadeaux et des pièces comme il peut le faire avec le vase de Pergame qu'on voit quelques années tard, après, et qui montre l'intérêt parce que la France, les Français, de manière plus générale, beaucoup de pays européens se passionnent pour les antiquités, se passionnent pour l'exotisme, ce qui n'est pas propre au 19e siècle, mais qui est une des caractéristiques aussi de cette période. Alors puisque vous faites allusion au vase de Pergame, citons peut-être le passage. Dans le chapitre 7, Commandement au Levant, l'affaire qui occupa Chaban pendant les premières semaines de 1837, cela permettra aux auditeurs de se situer dans l'histoire, était d'une toute autre nature que tout ce qu'il avait rencontré jusqu'à présent. On lui confiait la mission de procéder à l'enlèvement d'un vase antique monumental, le vase de Pergame. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire « Ok, je pars sur une mission auquel je ne m'attendais pas forcément ». Ça, c'est la vie du marin de l'époque ? C'est la vie des marins de l'époque où effectivement ils ont des missions inattendues. De même que cette petite escale, alors les mois suivants s'écoulèrent dans le Bosphore à accomplir les tâches d'entretien courant, routine ingrate, mais si nécessaire à tous les navires. Ça, c'est aussi vrai aujourd'hui, il me semble. C'est forcément vrai aujourd'hui, c'est la vie du marin d'entretien de son bateau. Ce qui suit est peut-être moins courant. En août, Chaban s'absenta 4 jours pour partir à la chasse, au faisan, dans le golfe de Nicomédie, en compagnie du marquis d'Érag, le premier secrétaire de l'amiral Roussin, avec qui il s'était lié d'amitié. Un lieutenant d'une frégate en station à Thérapia, le comte Kreptovitch, futur ambassadeur et ministre russe, ainsi que 2 gentlemen anglais les accompagnèrent. On peut dire quelle équipée, aujourd'hui c'est tout à fait inimaginable. La chaleur fut étouffante durant le périple, et le gibier fort rare. Comment avez-vous su que le gibier fut fort rare ? C'est les recherches et dans l'anecdote, je l'ai trouvé dans le livre qu'a écrit l'un des protagonistes de cette chasse. Alors, puisque vous abordez les recherches, peut-être faut-il revenir sur les sources que vous avez utilisées. Évidemment, il y a ici à Brest le service historique de la Défense, présent également aussi à Vincennes en son centre principal, mais j'imagine que ce ne sont pas là les seules sources. Alors les sources principales, ce sont effectivement les services historiques de la Défense, de Toulon, de Brest, de Cherbourg, de Vincennes, mais également les archives nationales à Paris, les archives d'outre-mer à Aix-en-Provence,
et également le site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France, où de très très nombreux ouvrages qui ne sont plus disponibles facilement et qui n'ont pas été réédités depuis plus d'un siècle sont disponibles, et donc une source d'information très très importante. Et donc beaucoup de temps passé à consulter toutes ces sources différentes. C'est un travail de plusieurs années. C'est un travail de longue haleine pour rechercher les informations qui composent ce livre. Effectivement, c'est une époque qui est peu connue, mal connue, et dont les sources ne sont pas forcément, les informations ne sont pas forcément si faciles que ça. Parce que complexe aussi sur le plan politique. C'est une période alors qui est complexe, qui évolue très vite, qui évolue très vite. On parlait de mutation de la marine, mais c'est également une mutation de l'Europe et du monde. Si on prend la situation de l'Empire ottoman, qui est une grande puissance, mais qui est une puissance en déclin, qui perd des territoires, l'Empire russe qui s'étend de plus en plus. Si on prend l'Amérique latine, qui est décolonisée, qui prend son indépendance. Les États prennent leurs indépendances à partir de 1815-1820, et en même temps, c'est les prémices de la deuxième vague coloniale, que ce soit pour la France, que ce soit pour le Royaume-Uni et les autres pays européens. Alors, puisque vous abordez l'Empire ottoman, vous l'avez cité, passons à un des chapitres sans doute les plus importants de cet ouvrage, le 12e, la guerre de Crimée. Donc là, à ce moment-là, il est en 1852 au port de Toulon. Chabannes prend le commandement d'un vaisseau mixte, donc hélice et voile, le Charlemagne. Et donc vous nous rappelez quelques éléments techniques. Le Charlemagne atteignit 6,5 nœuds en remorquant un vaisseau et 4,5 en remorquant 2 par un fort vent debout. Une fois de plus, l'intérêt de la propulsion à vapeur n'était plus à démontrer. L'escadre était de retour à Toulon, etc. Ça veut dire que ce sont ces avancées techniques qui vont peut-être permettre à la flotte française de rallier rapidement le théâtre de Crimée. Déjà, la première chose sur cette affaire de la guerre de Crimée, qui est la grande affaire de Chabannes, c'est la plus grande mission qu'il ait faite, où il a la chance de commander le Charlemagne que vous évoquiez, qui est l'un des bateaux les plus modernes dont dispose la France à ce moment-là, et qui va pouvoir lui offrir des possibilités de se distinguer lors de cette campagne en mer Noire. La propulsion alors, ironie de votre question, c'est que finalement, pour rallier le théâtre, le choix qui avait été fait par l'amiral français était de ne pas utiliser la propulsion à vapeur par souci d'économie de charbon. Contrairement aux Anglais qui sont partis de plus loin, mais en utilisant la vapeur, et qui vont arriver avant les Français, ce qui va coûter le poste à l'amiral commandant l'escadre française, qui va être chassé par le ministre de la Marine de l'époque. Alors merci également pour ce rappel historique que vous nous donnez sur les causes du conflit, parce qu'aujourd'hui vous disiez que l'époque qu'a vécu Chabannes, pourtant pas si lointaine, était quand même fort méconnue, mais alors je crois que les causes de la guerre de Crimée, et la guerre de Crimée elle-même en France, n'est plus tellement un sujet connu aujourd'hui. C'est donc un conflit qui est peu connu, parce que toute la période du Second Empire est probablement une des périodes assez mal aimées en France, probablement par l'issue désastreuse de la défaite de 1870. Et pourtant, combien de traces en France de ce conflit-là? On peut penser à tous les monuments, les noms de rues à Paris qui évoquent ce conflit, qui est un conflit majeur, puisque il a duré un peu plus de 2 ans, et c'est la projection d'une force qui va finir par représenter environ 300 000 hommes en Crimée, qu'il va falloir ravitailler, entretenir pendant tout ce temps du conflit, donc un conflit majeur à cette époque. Et également soigné, pour l'anecdote personnelle, puisqu'il s'avère que j'ai un aïeul qui fut médecin-chef des armées à ce moment-là. Mais il a dû avoir beaucoup de travail. Exactement. Puisque les morts furent nombreux. Ce fut l'occasion pour lui de développer l'utilisation notamment du chloroforme. Bon. Par contre, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, ce sont les raisons politiques qui ont engendré le conflit entre évidemment le tsar Nicolas Ier,
caressant l'espoir, c'est ce que vous écrivez, hein, le tsar Nicolas Ier caressait l'idée de réaliser enfin l'objectif qu'avaient eu avant lui tous ses prédécesseurs, en mettant la main sur les détroits turcs pour ainsi avoir un libre accès à la Méditerranée. En s'emparant de Constantinople, il aurait du même coup accompli le vieux rêve de libérer la ville, berceau de la chrétienté orthodoxe. Et cela ne se fera pas, puisque l'Empire ottoman appelle à l'aide les Anglais et les Français. En gros, c'est ça. En gros, il y a un contexte historique séculaire qui amène à ce conflit avec une puissance déclinante, l'Empire ottoman, une puissance montante, l'Empire russe. L'Empire russe qui a déjà atteint avec Pierre le Grand les mers froides, la mer Baltique, la mer de Barents. Et l'extension naturelle, du coup, se porte vers le sud, vers les mers chaudes, vers la mer Noire, et mer Noire qui l'ouverture c'est vers le sud la Méditerranée. Donc c'est cet axe de progression. Forcément les puissances méditerranéennes de l'époque sont inquiètes de voir un nouvel acteur dans leur zone et veulent protéger leurs intérêts. Donc ça c'est le contexte général. Après comme beaucoup de conflits, c'est un prétexte un peu tiré par les cheveux qui est à la source du conflit. Là, c'est la protection des chrétiens d'Orient, qui est également un fil rouge de l'histoire depuis quelques siècles à l'époque, qui sera à l'origine le déclencheur du conflit. Alors, puisque vous parlez de la protection des chrétiens, on va parler de la protection du premier d'entre eux à l'époque, puisque votre aïeul fait partie de l'expédition dans les États pontificaux. On va citer ce petit passage, puisque je crois qu'il vaut la peine d'être lu, sur cette antenne en tout cas d'RCF finalement. La dernière affaire d'importance à laquelle prit part Chaban à Toulon concerna l'intervention dans l'urgence d'un corps expéditionnaire français pour soutenir le pape Pie IX. En octobre 1867, Garibaldi envahit les États pontificaux et tenta sans succès de provoquer le soulèvement de la ville de Rome. À la hâte, des troupes françaises furent rassemblées, embarquées à Toulon et arrivèrent à Civitavecchia le 29 octobre. Les opérations d'embarquement diligentées par le préfet maritime furent exécutées avec une telle efficacité qu'elles impressionnèrent les observateurs étrangers. Les 2000 soldats français et les 3000 gardes pontificaux mirent en déroute les 8000 hommes de Garibaldi à la bataille de Mentana le 3 novembre 1867. On a complètement oublié cette affaire presque. On l'a complètement oublié parce que la grande affaire, c'est 1870, la défaite après, qui nous a marqué, qui a marqué l'armée à l'époque et qui va être aussi la cause du rapatriement des troupes qui défendaient Rome pour défendre le territoire national. Et l'absence de ces troupes va faire que les Italiens vont pouvoir entrer dans Rome et terminer l'unité italienne. Nous citions tout à l'heure le Charlemagne, au moment du déclenchement de la guerre de Crimée. On va rappeler quand même quelques données techniques, parce que vous avez le bon goût pour les lecteurs non marins et non férus d'histoire militaire de se donner un peu une représentation de ce que pouvaient être les capacités, les caractéristiques techniques d'un navire de l'époque. Donc le Charlemagne, vaisseau de 3e rang. Longueur, en gros 60 mètres. Plus de 4000 tonnes de déplacement, qui croise au maximum à presque 10 nœuds, 9,5, et vous marquez 864 hommes. Ça paraît énorme aujourd'hui. C'est absolument incroyable de voir la quantité de marins qui sont nécessaires pour manœuvrer un bateau de si petite taille, ce qui laisse entrevoir la promiscuité dans laquelle ces hommes vivaient. Et vous parliez tout à l'heure de votre aïeul qui était médecin pendant la guerre de Crimée, quand il y a une grosse épidémie de choléra qui va toucher la coalition pendant cette guerre-là. Et la majorité des morts pendant ce conflit sont dus au choléra. Et on s'imagine bien que sur un vaisseau où la promiscuité est telle, quand une épidémie se déclenche, c'est très compliqué après d'arrêter. Oui, plus proche de nous, il suffit de voir quelques images du cuirassé Potemkin pour se rendre un peu compte de ce que pouvait être un équipage d'un tel navire il y a un peu plus de 100 ans aujourd'hui. C'était une promiscuité qui n'est plus rencontrée aujourd'hui tellement sur les bateaux de la marine actuelle. Évidemment, le contexte a changé. Aujourd'hui, on ne vit plus dans ces conditions-là déjà chez nous. Donc forcément, on n'accepterait pas de vivre dans ces conditions. Alors, on va parler aussi de l'armement, parce qu'on en a finalement un peu parlé au cours de cette conversation avec vous, Philippe Nemoulin.
puisque finalement Octave de Chabannes participe à l'invention de la torpille. Peut-être pouvons-nous parler justement de ces évolutions des torpilles, en rayon d'action, en rapidité, en précision. La torpille, c'est vraiment un domaine sur lequel il a beaucoup travaillé, essentiellement à la fin de sa carrière militaire. Le nom de torpille, déjà, il est assez générique et plus large que la manière dont on l'emploie aujourd'hui, au sens où les torpilles comprennent et les mines modernes et les torpilles telles qu'on l'entend aujourd'hui, au sens moderne. C'est quelque chose qui a commencé à être développé à partir du début du 19e siècle, et un peu toutes les marines vont commencer à s'y intéresser au milieu du 19e, et les développements technologiques et techniques de la révolution industrielle vont offrir un nombre de possibilités importantes. Chabannes va s'y intéresser sous les deux aspects. L'aspect mine, dont il va faire un très grand nombre d'essais en rade et dans le port de Toulon, avec de bons résultats. Et également, il va s'intéresser à la partie au développement des torpilles à ampe. Donc c'est un système avec une charge explosive placée en haut d'un mât qui bascule et qui vient se placer au contact du navire cible et qu'on fait exploser. Donc il avait choisi de développer un torpilleur. Donc torpilleur, c'est un canot blindé avec plusieurs ampes pour la défense essentiellement des côtes françaises, des ports français. Et donc il a beaucoup travaillé sur ce sujet-là qu'il a développé, il a bien développé, avec des succès. On parlait tout à l'heure de développement stérile. Le système de torpille à ampe, on se doute bien que pour venir au contact d'une unité ennemie, c'est très dangereux. Quand l'explosion se produit, ça l'est encore plus. Donc le système a été abandonné. Mais l'idée des torpilleurs, elle fait son chemin par la suite. L'idée, le développement des torpilles qu'il voit pour la défense passive des côtes, elle a fait également son chemin, et aujourd'hui encore, c'est l'emploi qu'on lui en donne. Donc il avait vraiment cet aspect visionnaire dans ces développements-là. Et chose aussi assez intéressante, dans le développement de son torpilleur, il entrevoit l'intérêt de le rendre son système sous-marin pour plus facilement attaquer une cible, et les développements, la vitesse du développement technique de l'époque, c'est phénoménal. 20 ans après le mémoire qu'il fait sur l'emploi de la torpille, eh bien c'est le gymnote de Gustave Zédé à la fin des années 1880. Donc il y a vraiment un côté quasi prophétique dans ce mémoire qu'il écrit. Est-ce que vous supposiez ce côté-là chez votre aïeul avant de faire ses recherches, ou est-ce que vous avez appris à aimer ça justement en le découvrant petit à petit au fur et à mesure de vos recherches? Alors je le connaissais assez peu finalement au début des recherches, et le côté recherche a été vraiment passionnant pour découvrir vraiment la découverte de toute cette époque qui m'était quasi inconnue. Parmi les anecdotes ou j'imagine les bonheurs de la recherche, nous découvrons, alors là je fais un saut dans le temps, au début donc de cet ouvrage, ils arrivent en Grèce. Ils sont attirés par des chants et des musiques, ils s'approchèrent d'un jardin où un groupe d'une dizaine de Grecs était rassemblé et célébraient l'arrivée en Grèce de Lord Cochrane, un aventurier plus ou moins habile qui avait épousé alors la cause grecque. Et quand on cherche, évidemment, Lord Cochrane, c'est 1775-1860, qui a inspiré notamment, je crois, les personnages qu'on peut retrouver dans Master and Commander. Je l'ignorais. Alors pourquoi, sous votre plume, aventurier plus ou moins habile ? Parce que comme il y en avait un certain nombre à l'époque, et comme il y en a toujours, je pense, des personnages hauts en couleur qui décident d'épouser des causes et qui réussissent plus ou moins bien, qui font plus ou moins n'importe quoi sur place. Et il se trouve que ce personnage-là n'a pas eu un succès qui lui a permis en tout cas de rester dans l'histoire, dans la grande histoire. Eh bien, puisse votre ouvrage, Philippe de Moulin, permettre à cet aïeul, Octave de Chabannes, peut-être de renouer avec cette grande histoire militaire et navale de notre pays. Je pense que cette histoire est vraiment trop méconnue par rapport à tout l'intérêt qu'elle en a. C'est une nouvelle phase, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue
aventure humaine sur toutes les mers du globe. Il y a eu la première phase des grandes découvertes des 15e, 16e siècles et le 19e redonne cet élan aux pays européens et la France y a pris toute sa part au moins au milieu du 19e avant de un peu devoir s'effacer face à la puissance anglaise.